On va commencer par accueillir un biophysicien, enseignant-chercheur aussi, passionné de cuisine. Forcément. Je vous demande d'accueillir Christophe Lavelle qui va nous faire une démonstration sur scène. Merci Christophe. Merci. Merci pour l'invitation. La démonstration va être extrêmement modeste. Je vais me présenter un petit peu. Alors effectivement, je vais parler de la cuisine comme support pédagogique et je n'ai apporté aucun support pédagogique. Donc il n'y aura pas de diapo. Donc nous allons discuter. Et pour compenser le manque de support pédagogique, j'ai décidé d'apporter un bol et un fouet. Et bien sûr, il y a quand même 2-3 éléments, enfin plutôt un élément dedans, en l'occurrence un œuf. Voilà tout ce que nous allons faire, ça va être une cuisine extrêmement modeste. Si vous voulez de la cuisine un tout petit peu plus sophistiquée, il y aura en conclusion de ces rencontres Biogé, dimanche soir, une démonstration de cuisine que j'aurai le plaisir de co-animer. Je ne ferai rien, je ne ferai que parler, et à côté de moi, la chef, elle, cuisinera. Sachant que moi j'ai une double formation, donc je suis chercheur au muséum, il y avait le petit logo du muséum tout à l'heure. Alors le muséum c'est pas mon employeur, c'est juste mon hébergeur. Donc mon laboratoire est situé dans le Jardin des Plantes au muséum, mais je suis moi-même chercheur au CNRS donc, et un des principaux financeurs du laboratoire c'est avant tout l'INSERM. Donc on a un peu cette triple tutelle, INSERM, CNRS, muséum et Sorbonne Université, puisque le muséum fait partie du groupement de l'Alliance Sorbonne Université. Pourquoi je le mentionne? Parce qu'il se trouve que, et ça va être en lien avec ce que je vais vous raconter, l'alimentation est sans doute un des domaines de recherche dans lequel l'interdisciplinarité est la plus essentielle et en même temps la plus évidente. Quand on parle d'alimentation, on va solliciter en fait tous les champs de la connaissance. Et ça tombe bien, ces champs de la connaissance, on les a au CNRS, puisqu'on est à peu près 20 000 quand même au CNRS. Donc dans le lot, il y a quelques expertises complémentaires, enfin 20 000 chercheurs, plus personnel administratif. Et Sorbonne Université, on a aussi toutes les composantes, parce que Sorbonne Université, c'était le regroupement du muséum de Paris 4 et Paris 6, donc Paris 4 plutôt faculté de sciences humaines, donc géographie, histoire, littérature, etc. Et puis Paris 6, c'était Pierre et Marie Curie, université, donc plutôt médecine, physique, chimie, biologie. Et puis le muséum, on complète très bien tout ça parce qu'on a de l'anthropologie, on a de la géologie, on a de l'écologie, on a tout un tas de choses. Donc finalement, quand on regroupe tout ce monde-là, on peut se dire qu'on a ce qu'il faut pour essayer de comprendre l'alimentation. Ou plus précisément, j'ai fait exprès d'utiliser le mot cuisine. Parce qu'en fait, à côté d'être chercheur, effectivement, j'ai une formation de cuisinier aussi, parce que en fait, je savais pas trop si je voulais être chef de cuisine ou chercheur, et puis je me suis dit qu'en étant cuisinier, j'allais être frustré de ne pas faire de science, tandis qu'en faisant de la science, je pourrais toujours étudier la cuisine. Donc j'ai choisi cette voie-là, qui est une voie un peu plus longue d'un point de vue étude, on va dire, mais on ne le regrette pas à la fin, puisque effectivement, aujourd'hui, finalement, voilà, je passe mon temps à cuisiner, soit au laboratoire, soit en cuisine, puisque à côté d'être chercheur au muséum, je suis formateur à l'INSPE, l'INSPE que vous connaissez bien. Et j'ai une position un peu particulière à l'INSPE, puisque je forme depuis la réforme de la masterisation, 2015, donc ça fait 10 ans, je forme exclusivement tous les professeurs de cuisine. Pour cuisine et pâtisserie, parce que là c'est la même chose, enfin la pâtisserie c'est de la cuisine sucrée, c'est tout. Et l'idée étant justement de cuisiner avec eux, pendant leur master, M1, M2, et pour tout simplement essayer de comprendre en fait ce qui se passe quand on cuisine. Sachant qu'on peut être un excellent technicien sans rien comprendre, mais quand on veut être prof, ça suffit pas. Il ne faut pas être un excellent technicien, il faut être un excellent transmetteur. Et pour transmettre la cuisine, il faut vraiment la comprendre. Donc on a beau savoir faire parfaitement un pâté en croûte, si on le fait juste par automatisme, parce qu'on en a fait 1000 et qu'on sait parfaitement les faire, au moment où on va devoir expliquer le pâté en croûte, à part se baser sur la reproduction, c'est quand même comme ça que c'est malheureusement basé l'enseignement professionnel pendant longtemps. Aujourd'hui, ça ne suffit pas, et il y a une demande de la part des élèves de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et mine de rien, c'est pas évident de comprendre ce qui se passe quand on cuisine, parce que même en tant que scientifique, et c'est ça qui est fascinant, des choses totalement incompréhensibles en permanence. Ce qui est plutôt sympathique, parce que chaque chose incompréhensible nous donne une piste pour une thèse, pourquoi pas.
Et on va bien sûr y revenir. En fait, donc moi j'interviens souvent, soit directement en milieu scolaire, de la maternelle jusqu'à la terminale, et puis après à l'université bien sûr. Parce que quand je ne suis pas avec mes profs de cuisine, j'enseigne beaucoup en médecine. Pour essayer de faire justement cette jonction entre ce qu'on pourrait appeler la médecine culinaire. La médecine culinaire étant justement cette volonté de se dire qu'à travers l'alimentation, on a un levier extraordinaire pour augmenter notre espérance de vie en bonne santé. Et encore faut-il comprendre pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut manger, mais surtout comment il faut cuisiner. Et souvent, c'est un peu le parent pauvre de l'approche, on va dire, nutritionnelle. C'est-à-dire, on a tout un historique avec de très bonnes connaissances de biochimie alimentaire, les protéines, les glucides, les lipides, les macronutriments, les micronutriments, tout ce dont on a besoin, etc. Mais il y a une espèce de fenêtre très floue, de terrain flou sur la transformation, sur la cuisine. Or, la cuisine, ça change tout. C'est-à-dire qu'on peut formuler, on peut avoir des ingrédients, tout ce qu'il nous faut, et puis, selon la manière dont on va les cuisiner, ça change tout sur l'impact que ça va avoir sur notre santé, évidemment. Donc on sent bien que la pierre angulaire de notre bonne santé à travers notre alimentation, c'est la cuisine. Alors, la cuisine à la maison, mais ça peut aussi être à travers l'industrie, c'est-à-dire que c'est la transformation. Et ça nous a amené directement, finalement, au... C'est compliqué de structurer ce que je vais vous raconter, parce qu'il n'y a pas de structure, on va parler de la cuisine. Mais je me suis dit que, venant du muséum, on allait dérouler un fil un peu historique, voire préhistorique. Sachant que, comme je vous disais, quand j'interviens dans la maternelle au lycée et puis auprès des enseignants, c'est justement beaucoup d'enseignants me font venir, pas mal dans des écoles, lycées français, enfin écoles françaises à l'étranger d'ailleurs, parce qu'ils aiment bien aussi utiliser ça comme vecteur de faire connaître la cuisine française, etc. Et en fait, l'énorme avantage de la cuisine, c'est qu'on peut faire des ateliers à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en première année de maternelle, encore une fois jusqu'à la terminale, à travers la cuisine, on peut s'adapter à tous les programmes, absolument tous les programmes. Et dans toutes les disciplines, comme je vous le disais. Avec la cuisine, on peut faire du français, on peut faire des maths, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'histoire, de la géographie, des arts, arts appliqués, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, on peut le faire à travers la cuisine. Et donc ça, c'est un premier avantage, c'est que quelle que soit la discipline que l'on enseigne, quel que soit le niveau auquel on enseigne, on peut trouver des applications à travers la cuisine, très facilement. Deux qui sont des applications qui très souvent capteront quand même pas mal l'attention des élèves, parce que la cuisine, c'est très concret, ça parle à tout le monde. Et trois, je dirais l'autre avantage, c'est que ça permet aussi très facilement de travailler en co-animation, en bidisciplinarité, voire tridisciplinarité. Et comme ça, j'ai aidé à monter pas mal de projets entre le prof d'art plastique et le prof de français, ou le prof de bio et le prof d'histoire, etc., etc. En fait, on peut très facilement monter des projets qui fassent appel justement à plusieurs disciplines. Et c'est facile à faire, et encore une fois, les élèves apprécient, je dirais systématiquement, parce que c'est facile en fait. C'est un sujet facile, la cuisine. C'est compliqué, parce que le sujet scientifique est compliqué, mais c'est facile parce que, encore une fois, ça parle à tout le monde, c'est très concret, et on a tous envie de comprendre ce qu'on mange, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux manger, et d'où on vient, et les cultures du monde, etc., etc. Donc c'est vraiment un sujet qui est, je trouve, sans doute un peu sous-exploité d'un point de vue pédagogique, et qui mériterait, et c'est un peu le but de ce propos, et c'est pour ça que les organisateurs de BioG m'ont demandé d'intervenir, c'est finalement remettre la cuisine au cœur de nos enseignements, non pas comme discipline en tant que telle, parce que ce n'est pas une discipline, mais en tant que sujet qui permet finalement de rebondir sur un peu tout ce qu'on enseigne. D'un point de vue un peu plus concret, si je fais ce jeu justement de dérouler l'histoire de la cuisine, alors, je ne vais pas vous faire... Enfin si d'ailleurs, je vais vous faire l'histoire de la cuisine en 3 minutes, mais ça va être un peu... Puis je parle sous la surveillance d'Éric Birlouès qui est là, qui va me corriger dès que je vais dire des conneries. Mais en fait, déjà la première chose, c'est de se dire finalement la cuisine, en fait, il faut commencer par la définir. Finalement, qu'est-ce que c'est que la cuisine ? Alors, il y a plein de définitions possibles. Il y en a une que j'aime bien parce que c'est une définition historique. C'est un des premiers à avoir défini la cuisine. C'est Jean-Anthelme Brillat-Savarin. Jean-Anthelme Brillat-Savarin, dont nous fêtons cette année les 200 ans de la parution de son, non pas de son unique ouvrage, mais de son unique ouvrage passé à la postérité, La physiologie du goût. Ouvrage qu'il faut absolument lire. Ça fait partie des ouvrages obligatoires. Et pour tout le monde.
Et il est mort 2 mois après, c'est-à-dire qu'il est mort début 1826, donc on va fêter les 200 ans de sa mort l'année prochaine. Et donc Jean-Antoine Brillat-Savarin a cette définition de la cuisine comme art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût. Il y a tout dedans. Il y a la notion fondamentale d'apprêter les mets, c'est-à-dire que la cuisine, c'est de la transformation. Ce n'est pas de l'alimentation, c'est de la transformation. Et la finalité, ça termine la phrase, agréable au goût. Le goût, c'est le but, non pas unique, mais en tout cas ultime de la cuisine. Il faut que ça soit bon. Bon au sens plaisir, hédonique. Il faut qu'on ait envie de manger. Si on n'a pas envie de manger, on pourra formuler tout ce qu'on veut, le plat le plus nutritionnel possible, avec l'empreinte carbone la plus contrôlée possible. Si ce n'est pas consommé, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut que ça soit bon. Et évidemment, le bon, il est subjectif, le bon, il est culturel, il est individuel, il dépend des époques, il dépend de la zone géographique, il dépend de beaucoup de choses. Mais on a cette finalité, voilà, de se dire qu'on va vouloir faire quelque chose de bon, et pour ça, on va transformer l'aliment. La cuisine, si on fait un tout petit peu de spécisme, la cuisine nous sépare du reste du vivant. Aucune autre espèce vivante ne cuisine. Encore une fois, les espèces vivantes font beaucoup de choses. Il y a des danses, des chants, des constructions, du langage. Il n'y a pas de cuisine. Il peut y avoir une espèce d'idée quand on observe au Japon des macaques qui attrapent des patates douces et puis les trempent consciencieusement dans l'eau de mer avant de les manger. On peut se dire « Ah, peut-être une petite volonté d'assaisonner ». Ça commence à ressembler à la cuisine si c'est un assaisonnement. Quand on voit les gypaètes barbus qui attrapent les os et puis qui les jettent pour les casser pour récupérer la moine, mine de rien, ils cassent un os pour récupérer la moine. Donc c'est un début de transformation. Ou les pies qui vont mettre sur la route des noisettes pour que les voitures les écrasent et après pouvoir manger l'intérieur. C'est presque de la cuisine. Mais on va dire que c'est une espèce de proto-cuisine dans le sens que, allez, on va mécaniquement ou chimiquement, pour mettre du sel, effectivement, modifier de manière très succincte un aliment avant de l'ingurgiter. Ou certains primates qui font des choses un peu plus sophistiquées, qui font des associations d'aliments. C'est-à-dire qu'ils vont attraper une baie, quelque chose, puis une feuille, puis ils vont mettre les deux ensemble pour les manger. On dit, ah, là, il commence à y avoir, pareil, presque une construction. Mais voilà, on sent bien qu'on est quand même très loin des transformations qu'on a pu appliquer. Et ces transformations, elles sont de différentes natures et elles signent notre histoire. Et partir de cette transformation, ça nous donne autant d'opportunités, pareil, de faire un peu de chimie, un peu de physique, un peu de biologie, un peu d'histoire, bien sûr, un peu de géographie, bref, une fois de plus, à peu près tout ce qu'on veut. La question de se dire depuis quand on cuisine, là on est obligé de mettre des frontières un peu floues. Depuis quand on mange depuis tout le temps, parce qu'on en a besoin, il faut manger pour vivre, mais depuis quand vit-on pour manger, ça c'est l'autre côté. Depuis quand on a sophistiqué un peu tout ça. Alors, pour considérer qu'on commence à cuisiner, il faut retrouver des outils qui aient une indication comme quoi, manifestement, ces outils servaient à produire une transformation alimentaire. Et ça, depuis un peu plus de 3 millions d'années, on a effectivement des preuves d'outils qui, très vraisemblablement, étaient là pour aider à découper des carcasses, à écraser des racines, bref, à commencer à, effectivement, mécaniquement, cuisiner. Après, évidemment, il faut attendre un peu de temps, depuis ces 3 millions d'années et quelques, les australopithèques. On arrive au genre Homo erectus, Homo ergaster, et Homo habilis, évidemment. Et à partir de là, on commence, dans les différentes fouilles, à trouver des preuves d'utilisation du feu, sans qu'on sache vraiment à quel point c'était maîtrisé. Il y avait du feu, mais qui était plus ou moins accidentel. De quelle manière était-il contrôlé? C'est compliqué de le savoir. Et on estime à l'heure actuelle que la preuve la plus ancienne d'une maîtrise raisonnable du feu, c'est 780 000 ans, donc on va dire 800 000 ans à peu près, sur un site du côté d'Israël, où là, clairement, le feu était utilisé de manière courante. C'est-à-dire que, en retrouvant sur ce site des milliers de squelettes de carpes, en analysant la forme des cristaux d'hydroxylapatite contenus dans l'émail des dents des carpes, les chimistes et les archéologues ont pu prouver que ces carpes avaient été cuites à au moins 300 degrés, donc cuites dans le feu, de manière répétée, régulière, et sans doute contrôlée parce que ce n'était pas un contact direct avec la braise. Donc il y avait une volonté de positionner cette carpe, soit de l'emballer, soit de la mettre au-dessus, bref, une maîtrise.
Et donc voilà, ça fait au moins 800 000 ans qu'on est capable de cuire des carpes. Donc au moins, depuis ce temps-là, on peut dire qu'on cuisine. Et puis après, il y a tout un tas d'autres sites sur lesquels, plus récents, 500, 400 000, où vraiment, voilà, on sait bien qu'il y avait cette notion de cuisson. Donc on cuisine voilà, depuis au moins 500 000 ans, et sûr qu'on cuisine. D'ailleurs, la racine latine du mot cuisiner, c'est coquere, le latin, et ça veut dire cuire. Donc c'est un peu restrictif, parce que, encore une fois, apprêter les mets et les rendre agréables au goût, comme disait Brillat-Savarin, c'est pas forcément cuire. Hein. Il y a des tas de choses qu'on peut faire. Ce midi, j'ai mangé un céleri rémoulade, c'est de la cuisine. Il y a 0 cuisson. Voilà, céleri rémoulade. Bon, on râpe le céleri, on fait une sauce rémoulade, on mélange, bon, c'est de la cuisine. Mais ce qui est intéressant dans la cuisson, c'est que c'est vrai que ça a totalement changé notre manière de percevoir notre alimentation, et ça a effectivement une des conséquences sur l'évolution, ça a fait des choses très intéressantes. Donc là, on est sur le premier pôle de la cuisine qui va nous permettre de parler, on parle de chimie quand on parle de cuisson, parce qu'il y a des tas de transformations extraordinaires. On peut parler de physique, parce qu'il y a des transformations extraordinaires aussi. De biologie, bien entendu. La cuisson, ça permet d'assainir, ça permet de changer les propriétés nutritionnelles, ça permet de donner du goût, ça permet de mieux conserver, et ça permet plein de choses. Ça, c'est la première manière de cuisiner. C'est-à-dire qu'on part du cru, puis ce cru, on peut le cuire. Et puis, si on prend les propos de Claude Lévi-Strauss, il nous disait que finalement, dans la cuisine, il y a le cru, le cuit, le pourri. Et le pourri, c'est la troisième transformation, c'est le troisième état de ce qu'on va consommer. Alors, dit comme ça fait pas envie. Ça veut dire manger pourri, on imagine qu'on va s'empoisonner. Et donc, il y a un mot qui a été inventé pour qualifier le pourri qui est consommable, c'est fermenté. Fermenté, c'est du bon pourri. C'est-à-dire qu'on a, d'une certaine manière, la nature spontanément pourrit, tout ce que les animaux qui meurent pourrissent, les pommes qui tombent des arbres pourrissent, tout qui pourrit. Et là, on va se poser la question de se dire à partir de quand on a exploité ce pourri? À partir de quand on a trouvé des manières de contrôler la nature? Ce qui revient à faire de la cuisine. Là, c'est beaucoup plus difficile à dire. Parce que par définition, un processus spontané ne va pas laisser de traces. Autrement dit, si je prends l'exemple, du vin, on dit il suffit de mettre du raisin à fermenter, mais depuis quand on fait ça? Est-ce qu'on le faisait il y a 100 000 ans, peut-être? On n'a pas l'évidence. L'évidence la plus récente du vin, on l'a trouvée en Géorgie, dans des jarres enterrées qu'on appelle les couévries, il y a 8000 ans, où là, on a effectivement la preuve, parce qu'en analysant les résidus biochimiques qu'il y avait dans ces jarres, on trouve des cristaux d'acide tartrique. Sur le site, il y a plein de pépins de raisin. On se dit, là, ils faisaient du vin. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en faisaient pas ailleurs, avant, mais sans avoir laissé de traces aussi évidentes. Donc la fermentation est quelque chose d'assez difficile à capturer, on va dire. Si je reprends mon exemple de mes dents de carpe, une des traces les plus anciennes d'évidence de fermentation, ça remonte là encore à peu près 12 000 ans, aussi du côté d'Israël, effectivement, avec des résidus d'amidon dans une cavité en pierre, et des céréales, et puis on se dit que là, il y avait sans doute un ancêtre de la bière, il y avait une boisson fermentée à base de céréales, avant qu'on développe vraiment l'agriculture. Et une des hypothèses des anthropologues est de dire qu'en fait, on a développé l'agriculture pour pouvoir faire de la bière. Donc c'est la bière qui nous aurait encouragé, parce qu'on a sans doute trouvé ça sympathique de faire fermenter des céréales sauvages, en se disant, mais si on avait plus de céréales, on aurait plus de bière. Mais voilà, ça va remonter à 12-13 000 ans, quoi. Et avec aussi une évidence du côté de la Suède, on remonte un peu plus, vers 9 000 ans, où là, de nouveau, c'est des carpes qui ont été retrouvées dans une fosse. Et cette fois-ci, les arêtes étaient entamées par de l'acide. Et quand on trouve dans une fosse des restes de poissons dans un milieu très acide, on se dit ça c'est une lactofermentation. C'est-à-dire que c'est des bactéries lactiques qui ont transformé le poisson et qui ont fait une espèce de sauce de poisson, comme on appelle le garum après dans l'Antiquité, et où aujourd'hui, le gnoc mam, toutes ces sauces de poisson fermentées, sans doute ont une origine très très ancienne. Donc c'est assez fascinant de se dire que finalement, cette fermentation a toujours existé, mais on a petit à petit appris à orienter la nature, sachant qu'on a toujours eu cette appétence, et quand je dis on a toujours eu, là cette fois-ci c'est la phylogénétique qui nous le dit, qui nous dit qu'il y a environ 10 millions d'années, ça commence à remonter, hein, c'était encore avant Australopithèque, nos ancêtres, primates, une branche, la branche dont on est issu, a stabilisé dans son génome, donc dans ce qu'on a de plus intime, une mutation sur une enzyme, la DH4, l'alcool déshydrogénase. Donc depuis 10 millions d'années, on a une mutation, on est tous porteurs d'une mutation sur notre alcool déshydrogénase qui a rendu cette enzyme 40 fois plus efficace
que l'équivalent sur les primates, nos cousins actuels. Ça veut dire qu'on a acquis un avantage évolutif, il y a presque 10 millions d'années, à être capable de métaboliser l'alcool. Pas encore complètement, comme on le sait, parce qu'on peut quand même s'intoxiquer avec l'alcool assez rapidement, mais moins rapidement que nos cousins primates. Et ça, c'est un avantage évolutif parce que mine de rien, l'alcool, c'est des calories, et les calories, à une époque où la calorie est rare, c'est toujours sympathique de pouvoir ramasser des fruits pourris, les consommer et en tirer le bénéfice calorique, plus le petit côté psychotrope qui est universellement apprécié. On voit dans les comportements animaux, hein, beaucoup de primates n'ont pas la gueule de bois, ils ne vont pas jusque-là, mais consomment des fruits très très mûrs. Dans un fruit très mûr, il y a entre 0,5 et 1% d'alcool. Hein. Donc on a de l'alcool dans les fruits très très mûrs. Et ça a un effet effectivement euphorisant qu'on va spontanément chercher. Donc on en est là, on est sur cette construction entre une cuisson qui a au moins 1 million d'années, une fermentation qui est sans doute un peu plus récente dans sa maîtrise, mais de manière spontanée, le fait de manger des aliments pourris, on l'a sans doute toujours fait en étant un peu précautionneux. Et puis bien sûr, l'histoire va s'accélérer. L'histoire s'accélère parce que quand on arrive à l'Antiquité, déjà il y a des grandes cités, il y a 4-5 000 ans, l'Antiquité, puis toute la période Moyen-Âge, Renaissance, etc., jusqu'à nous, il y a une accélération phénoménale de l'histoire dans tous les domaines, y compris dans la cuisine. Et ça, on peut le voir, alors on commence à avoir des traces, parce que qui dit cuisine dit recette. On se dit, mais alors, les premières recettes, c'est ça qu'on veut, on veut des recettes. Première recette, c'est il y a à peu près 3500 ans, c'est-à-dire qu'on commence à trouver des tablettes d'argile en écriture cunéiforme où clairement il y a des ragoûts, il y a des choses qui se sont là. Donc, 3500 ans, nos ancêtres ont commencé à graver sur l'argile quelques protocoles culinaires pour pouvoir les transmettre, ce qui est intéressant. Pour avoir quelque chose d'un peu plus reproductible et proche de nous, il faut attendre Apicius. Alors Apicius, il y a un piège, hein. Apicius, il a vraiment vécu il y a 2000 ans, c'est-à-dire entre moins 30 et plus 30, avant après Jésus-Christ, au temps de Tibère et autres. Mais le livre qu'il nous a, entre guillemets, légué, en fait, aujourd'hui, les historiens savent ce qu'on appelle de Re Coquinaria, qui est le premier livre de cuisine publié, a été sans doute publié, date du IVe siècle. C'est-à-dire que c'est une collection de recettes qui est fascinante parce qu'on fait un exercice très intéressant, qui est un exercice qu'il faut faire cette fois-ci en français, justement, qui fait des élèves. Il faut leur faire lire les recettes d'Apicius. Il y a un travail passionnant quand on lit les recettes d'Apicius, c'est qu'on se rend compte qu'à quelques questions de vocabulaire près, c'est extrêmement moderne. En fait, là, si on part du principe qu'elles ont à peu près 2000 ans, ces recettes, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut vous prenez la recette du flamand rose, il y a une magnifique recette de flamand rose, il vous explique comment on préparait le flamand rose, on remplace flamand par poule, on remplace défritum par vin rouge, on enlève les 2-3 herbes qui ont un nom un peu bizarre par thym et romarin, et on a le coq au vin d'aujourd'hui. Enfin, coq au vin ou volaille, n'importe quoi. Aujourd'hui, on mettrait une garniture aromatique un peu différente. Hein. Lui, il mettait des dattes dans sa recette, nous, on mettrait 2-3 champignons. Quoi. Mais bon, voilà. Globalement, qu'est-ce qu'il faisait Apicius? Il prenait un animal, il le dépouillait, il prenait des végétaux, il mettait tout ça dans de l'eau, il faisait cuire, il goûtait, il rectifiait l'assaisonnement, il faisait une petite sauce à côté, il mettait un peu d'amidon pour épaissir la sauce, il servait et c'était réglé. Quoi. Ce qu'on continue à faire aujourd'hui quand on fait son coq au vin. On fait revenir la volaille, on met de l'eau, on met un bouquet garni, on met une garniture. Ah, si c'est trop liquide, on met un peu de farine, boum boum, et hop, c'est réglé. Quoi. On n'a pas changé depuis 2000 ans. Et quand je dis 2000 ans, là, c'est parce qu'on a la trace d'Apicius, mais ça se trouve, il y a 500 000 ans, nos ancêtres, ils faisaient un grand trou, ils mettaient une peau de bête, de l'eau, ils faisaient chauffer des pierres qui balançaient dedans, ils mettaient une volaille qui passait par là, ils mettaient quelques herbes, pof, 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 un peu de céréales sauvages écrasées, et puis voilà. Puis on avait un coq au vin il y a 500 000 ans, peut-être. Donc, la cuisine, elle évolue pas tant que ça dans ses fondamentaux. Bien sûr que dans les modes, elle évolue beaucoup. On n'assaisonne pas de la même manière au Moyen-Âge qu'à la Renaissance. Et là, c'est intéressant de faire ce travail, cette fois-ci, sur les recettes. Ce qui est génial, si vous voulez partir de quelque chose de concret dans vos enseignements, en partant d'une recette, on peut tout faire. En partant d'une recette, on peut faire des maths, par exemple, ne serait-ce que des proportions. Déjà, on peut faire plein de choses. On peut faire du français, bien sûr, parce que dans une recette, vous allez avoir 2 champs sémantiques qui sont très intéressants de voir comment les élèves, à différents niveaux, sont capables de faire la part des choses
Quand on nous donne une recette, je prends n'importe quel exemple, on a un vieux livre, 1910, Tante Colette, compote de poires, alors ça prend 10 lignes. Prenez des poires de moyenne grosseur, épluchez-les, mettez-les dans de l'eau froide, dans un poêlon, laissez fondre 150 g de sucre en morceaux avec un peu d'eau froide. Quand le sucre est fondu, ajoutez-y les poires. Si vous voulez qu'elle reste blanche, ajoutez un peu de jus de citron, mais si vous voulez qu'elle prenne une petite couleur rouge, terminez la cuisson dans une casserole de cuivre étamé, etc. etc. Bon. Donc on lit la recette, voilà. Et puis là, on fait le travail avec les élèves, on dit, mais qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pourquoi autant de blabla pour une recette de compote de poire? En fait, la compote de poire, c'est quoi? C'est poire, sucre, cuisson. C'est 3 mots. Et c'est comme ça qu'on rédigerait la recette dans un livre professionnel, type Gringoire et Saunier, qui est un peu la Bible, le petit pense-bête de tous les cuisiniers. Là. C'est un bouquin qui fait 100 pages, mais dans lequel il y a 3000 recettes. Quoi. Parce que les recettes, c'est ça. C'est compote de poire, poire, sucre, cuisson. Bon, voilà. Parce que c'est ça la définition. S'il n'y a pas de poire, c'est pas une compote de poire. S'il n'y a pas de sucre, c'est pas une compote, c'est une purée. Et si je ne cuis pas, il ne se passe rien. Bon. Donc, je ne peux pas faire moins. C'est mon équation de ma recette. Poire plus sucre avec cuisson. Et ça suffit, quand on sait faire. Quand on ne sait pas faire, qu'on a acheté un livre de cuisine, c'est pour apprendre à faire, on se dit, bon, mais explique-moi la compote de poire, poire sucre avec cuisson, mais je fais comment? Et c'est là où chaque livre de cuisine va proposer des recettes différentes. Et là, on peut faire du français, mais on peut faire de la géographie, parce qu'on va pouvoir aller chercher, comment est-ce qu'on fait la compote de poire en Allemagne ou en Asie, enfin en Asie, au Japon ou ailleurs, effectivement, est-ce que déjà on fait des compotes de poire, et si oui, comment? Et là, on va trouver que dans des pays, on met un peu de cannelle, tiens, c'est rigolo, et puis dans d'autres pays, bon, il n'y a pas de poire, mais on va faire des compotes d'autres choses, est-ce que ça se ressemble? Donc on peut commencer à faire un peu d'ethnogéographie et de cuisine comparée. Mais c'est intéressant de voir effectivement comment est-ce qu'on isole l'essentiel d'une recette, et finalement, quel type de discours vient avec. Et tout le discours qui vient avec, on appelle ça des dictons culinaires, ou des précisions. C'est-à-dire que tout ce que la tante Colette vous raconte en disant qu'il faut mettre les poires dans l'eau froide, il faut mettre du jus de citron pour que ça reste, ça, c'est une espèce de dicton. Et ça, si on veut travailler sur ces dictons, là, il faut partir en cours de sciences. Il faut aller voir le prof de physique-chimie ou de biologie et te dire, mais là, il y a un truc à creuser. Là, pourquoi est-ce qu'en mettant du citron sur une compote de poire, elle va rester blanche? Ça, c'est une réaction chimique, basée sur un principe biologique. Qu'est-ce qu'il y a dans le jus de citron qui ferait que ça aurait un effet? Et puis, il y a forcément un peu de physique aussi. S'il y a des changements de couleur, tout ça, ça peut être de la physique. Donc, dès qu'on va commencer à décortiquer les recettes, on peut les décortiquer en cours de sciences. Et ça, c'est merveilleux pour ça. Donc on peut faire de l'histoire des recettes, voir depuis quand on fait des compotes de poire et des poules au pot. On peut faire de la géographie, de voir comment est-ce qu'on fait des compotes de poire à travers le monde. Et puis, effectivement, faire des maths en convertissant tout ce qu'on veut sur la compote de poire, et faire du français, et faire de la physique, et faire de la chimie, et faire de la biologie. Avec ça, on aura abordé finalement, notamment, cette sacro-sainte trilogie des sciences de la matière, que sont la physique, la chimie et la biologie. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que Jean-Anthelme Brillat-Savarin, de nouveau, a posé dans sa définition. Quand il a défini la cuisine comme l'art d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût, où est-ce qu'il positionne ça? Il met que la cuisine, elle fait partie de la gastronomie. Ah, la gastronomie, là pour le coup, c'est lui qui est le premier à non pas avoir utilisé le mot, mais à avoir défini le mot. Et dans ce même ouvrage, 1825, il dit que la gastronomie, c'est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Donc c'est de la connaissance. Connaissance totalement interdisciplinaire. Et pour préciser un peu son propos, il dit « Elle tient à l'histoire naturelle, par la classification qu'elle fait des substances alimentaires. » Donc l'histoire naturelle, c'est la biologie. L'histoire naturelle, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui biologie depuis Lamarck. On a remplacé le mot « histoire naturelle » par « biologie ». L'histoire naturelle, ça couvre aussi la géologie, qui est très intéressante d'ailleurs à faire, parce que dès qu'on étudie la cuisine, il y a des effets terroirs, et terroir, c'est beaucoup de géologie. Bref, on ne peut pas tout développer, mais vous avez l'idée. Donc on a cette classification des substances alimentaires grâce à l'histoire naturelle. Et puis il continue sa définition en disant à la physique, par l'analyse des qualités des ingrédients, et la chimie, par la décomposition qu'elle leur fait subir. Autrement dit, dès le départ, Brillat-Savarin nous met en avant cette trilogie, là, physique, chimie, biologie, dont on va avoir besoin pour vraiment comprendre ce qui se passe quand on cuisine. Et c'est après, pour finir sa phrase, qu'il dit « et à la cuisine par l'art d'apprêter les mets et les rendre agréables au goût ». Donc dans la même définition, on a cette connaissance fondamentale qui est mise en avant, science de la matière, la cuisine c'est une science de la matière, et puis cette composante artistique qu'il ne faut pas négliger. Ce qui fait souvent dire que la cuisine c'est de la chimie et de l'alchimie. La chimie parce que ça reste très scientifique, de l'alchimie parce qu'il y a ce côté un peu mystérieux. Quand on fait un soufflé au fromage,
Des fois, ça marche moins bien, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et on va chercher les livres de cuisine. Et d'ailleurs, on va chercher les livres de cuisine. Et quand on fait un soufflé au fromage, alors je ne vais pas faire de soufflé au fromage, mais j'y pense en même temps que je dis soufflé au fromage. Qui dit soufflé au fromage, je dis blanc d'œuf battu en neige. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous trouvez des recettes de cuisine dans lesquelles on vous propose de fouetter les blancs en neige plus ou moins fermes. Il y a des chefs qui disent, pour faire un soufflé au fromage, il faut que les blancs en neige soient très fermes. Pourquoi ? Parce que le soufflé, il faut qu'il résiste comme ça quand il va monter, et donc il faut que ça soit bien ferme pour que ça tienne, sinon ça va s'effondrer. Ok, ça paraît raisonnable. Et puis vous continuez, vous lisez d'autres livres, et puis là, vous prenez une autre recette de soufflé au fromage, et puis là vous voyez, alors surtout les blancs en neige, pas trop fermes, parce qu'il faut que ça puisse monter quand même. Si c'est trop ferme, ça va empêcher de monter. Je dis, merde, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas quelle est la solution. En fait, ça revient au même. Qu'on soit ferme ou pas ferme, le résultat sera le même. Pourquoi ? Parce que si on fait très ferme, quand on va vouloir mettre sa béchamel et tout ça, on va avoir plus de mal à l'incorporer dedans, donc on va casser beaucoup plus les blancs. Donc en fait, il valait mieux les faire pas très fermes pour que ça soit plus facile à mélanger. Bon. Un œuf, c'est merveilleux. Alors pour le coup, c'est merveilleux un œuf, parce qu'effectivement, avec un œuf, déjà, ce qui est important, c'est de rappeler à tous les élèves que c'est un œuf de dinosaure, quand même, parce que c'est quand même pas négligeable. La plupart d'entre nous ont oublié. Donc oui, à la question, est-ce qu'on mange encore des œufs de dinosaures ? Oui, tous les jours. Donc, puisque ce sont les derniers survivants, les oiseaux sont les derniers survivants des dinosaures. Et donc c'est quand même pas rien d'avoir cette chance de pouvoir encore cuisiner des œufs de dinosaures. Et en même temps, la biologie est sympathique parce que sur cet œuf, on a quand même l'œuf, c'est le principe du vivant. On a ce fameux petit point blanc là qu'il faut toujours montrer parce que c'est là où sont les chromosomes de la poule. Et normalement, pas ceux du coq parce que normalement les œufs qu'on achète sont non fécondés. Et on a de la physique extraordinaire parce que dans le jaune, on a une émulsion. Donc le jaune, c'est 50% de gras, 35% d'eau, 15% de protéines. Donc on a une émulsion extraordinaire. Donc ça permet d'expliquer ce que c'est qu'une émulsion. Et puis le blanc, c'est une solution de protéines, 90% d'eau, 10% de protéines. Et avec ça, on peut commencer à travailler sur un principe, une transformation fondamentale de la cuisine qui est... oh là là, mais j'ai largement dépassé mes 30 minutes, c'est ça, c'est fini ? Ah oui. C'est pas grave, je fouette mon blanc et après on discute. Je croyais qu'il y avait une alarme qui sonnait, mais non, il n'y a pas d'alarme qui a sonné. Donc là, je fouette un blanc en neige qui est... Alors on pourrait d'ailleurs se poser la question, depuis quand on fouette des blancs en neige ? Ah oui. Est-ce que Homo sapiens... Bah oui, parce que nous sommes Homo sapiens, mais est-ce qu'au début, Homo sapiens fouettait des blancs en neige ? Est-ce que Homo habilis fouettait des blancs en neige ? Il n'avait pas de fouet, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un fouet pour fouetter des blancs en neige ? Est-ce qu'avec une queue de mammouth, on ne peut pas réussir à monter un blanc en neige ? Et d'abord, qu'est-ce qui se passe quand on monte un blanc en neige ? Vous voyez que ça commence à mousser. Et que ça commence à mousser, ça veut dire qu'il se passe non pas une réaction chimique, parce que je ne chauffe pas, il n'y a pas de réaction chimique, il n'y a rien de spécial. Je suis en train purement de faire de la physique, là. Je suis en train de fouetter un liquide, c'est de la physique. Donc je fouette mon liquide. Et ce qui est extraordinaire, c'est que plus je le fouette, moins il est liquide. Il commence à accrocher de plus en plus au fouet. J'y dis, tiens, et jusqu'à quand ça va faire ça ? Alors je continue. Et plus je fouette, plus ça tient. Et ça finit par ne plus couler. Alors je continue. Et je m'arrête, parce que là on a ce qu'on appelle le bec. Et cuire, fouetter un blanc en neige, en général, on dit qu'on s'arrête au bec. Donc là, on a une mousse qui ne coule plus. Vous voyez, je peux retourner mon bol, il ne se passe rien. Et pourtant, c'est toujours un liquide. C'est-à-dire que j'ai fouetté un liquide et je l'empêche d'être liquide. Ça, c'est vraiment de la belle physique. C'est la physique de la matière molle, ça s'appelle. La physique des mousses. Et c'est une physique merveilleuse, parce qu'en cuisine, on passe son temps à faire des mousses. Alors, à la réponse, depuis quand on fait des blancs en neige, on ne sait pas, mais... Ce qu'on peut dire, c'est que dans les ouvrages en langue française, en tout cas, il y a un monsieur qui s'appelle Lavarenne, qui a publié Le cuisinier François en 1651, qui est la première recette d'œuf à la neige. Et dans la recette de l'œuf à la neige, il fouette un blanc en neige.
À partir du blanc-neige, on peut faire tout ce qu'on veut. Des génoises, des soufflés, des meringues. Et puis on peut faire de la chimie merveilleuse, on peut faire de la physique merveilleuse. On va comprendre qu'en mettant du sucre, on change la viscosité et ça va changer beaucoup de choses. On va comprendre qu'en les cuisant même 10 secondes au micro-ondes, on fait un soufflé en 10 secondes. Parce qu'en 10 secondes au micro-ondes, ça coagule et on a un soufflé. Alors, pour avoir un soufflé, il faut mettre du goût dedans. Mais c'est quelque chose d'assez facile à faire. Oui, quand on veut faire un atelier de cuisine en classe, souvent on se dit, oui, il faudrait du matériel et tout, mais non. Avec ça, on prenait juste une plaquette de chocolat qu'on laisse fondre au soleil, on la met dedans, on mélange, on met au frigo et la mousse au chocolat est prête. Il n'y a besoin de rien. Si vraiment on veut accélérer le truc, on achète un petit réchaud électrique avec une petite casserole. Et l'avantage du chocolat, c'est que ça fond à 40 degrés, donc même en le mettant dans la main, il va fondre. C'est pas tellement hygiénique, mais... Donc il n'y a besoin de rien pour faire une mousse au chocolat. Et pourtant, avec une mousse au chocolat, on peut faire 25 heures de cours. On peut faire un cours sur la chimie, un cours sur la biologie. Dans le chocolat, il y a de la fermentation, il y a des récoltes. On peut calculer l'empreinte carbone du chocolat, qui est une catastrophe. On peut expliquer pourquoi, etc. On peut faire plein de choses avec le chocolat. Et le chocolat, ça parle à tout le monde. Et bien sûr, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est la physiologie du goût. Avec le chocolat, on peut tout analyser. C'est très intéressant de travailler sur la physiologie du goût. Les saveurs, c'est quoi? Les fameuses 5 saveurs. Mais alors pourquoi 5? Et puis les odeurs. Pourquoi on dit qu'il y a 10 000 milliards d'odeurs possibles? 5 saveurs, 10 000 milliards d'odeurs. Comment ça fonctionne d'un point de vue physiologique. Puis tout ce qui n'est pas saveur ni odeur, c'est quoi? On appelle les sensations trigéminales, le piquant, le brûlant, l'astringent, tout ça. Ça, c'est génial à faire goûter aux élèves des choses qui vont, en fait, créer des sensations qui sont localisées dans la bouche. Si je mange un petit peu de moutarde, très rigolo à faire, ça pique au nez. Si je mange un peu de piment, ça pique dans la bouche. Si je prends de l'huile d'olive, je la déguste et que je l'avale, ça pique dans l'arrière-gorge. Donc tout ça, ça pique à des endroits différents. Et ça, c'est assez génial à analyser, parce que ça veut dire qu'on a un potentiel en cuisine assez dingue dans tous ces ingrédients. Et donc voilà un peu ce que... Alors évidemment, après, on pourrait encore une fois... le goût, on en a à peine parlé. On peut bien sûr, on aurait pu parler aussi pendant des heures. Et ce qu'a fait Samuel avant, donc ça tombe bien, pour ceux qui étaient là au début, de tout ce qui relève de l'environnement. Et forcément, toute notre activité culinaire est aujourd'hui connectée à son environnement, parce que quand je vous disais que la finalité numéro 1, c'était le goût, bien sûr, c'est le plaisir, c'est le goût, c'est pour ça qu'on cuisine. Mais on ne peut pas se mettre des œillères. On sait bien qu'aujourd'hui, un cuisinier, que ce soit pour lui-même ou en tant que professionnel, il est aussi obligé, de certaine manière, de répondre à des injonctions qui sont celles de la santé. Alors, plus ou moins. C'est-à-dire que si on est en restauration collective, on a une grosse pression là-dessus, parce que les gens viennent manger tous les jours chez nous. Si on a un restaurant 3 étoiles, les gens ils vont venir une fois dans leur vie, ou une fois par an pour les plus chanceux. On n'est pas là pour tenir compte de leur santé à long terme. Ce n'est pas le but du jeu. On ne va pas manger dans un restaurant 3 étoiles pour être en bonne santé. On va pour vivre une expérience. Et puis, la pression environnementale. Effectivement, le fait d'être un cuisinier responsable, c'est-à-dire être capable de maîtriser ses achats avec, effectivement, en tenant compte du poids carbone, en tenant compte de la biodiversité, en tenant compte de l'éthique, du bien-être animal, etc. Ce qui fait que le métier de cuisinier, il est un peu compliqué aujourd'hui, mais il est fascinant à analyser, à étudier. Faites venir des cuisiniers dans vos classes, s'il y en a qui acceptent. C'est toujours intéressant aussi de, pourquoi pas, créer des vocations, tout comme on peut créer des vocations en sciences, bien sûr, mais la cuisine est un métier au moins aussi merveilleux que la science. Sur ce, je vous remercie. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. On a encore un tout petit peu de temps pour les questions, j'espère. Et pas de dégustation, donc, parce qu'il n'y a aucun intérêt à manger un blanc d'œuf, mais avec un peu de chocolat fondu et 2-3 heures au frigo derrière, ça pourrait être sympathique. Oui, bonjour. Oui. Est-ce que vous avez une astuce pour ne pas avoir de soucis légaux si jamais il y a un élève qui s'intoxique derrière? Alors, la première astuce, évidemment, malheureusement, c'est de ne pas faire consommer. C'est un peu dommage, mais effectivement, si on ne veut pas prendre de risques, voilà. Le problème, c'est... très sincèrement, l'intoxication, c'est quand même... faut vraiment pas avoir de chance quand on fait si on fait une mousse au chocolat ou des choses comme ça, ou surtout si on travaille... Alors, si on veut encore moins prendre de risques, travailler sur du végétal. Par exemple, pendant longtemps, et toujours, j'accompagne l'école comestible, et je sais qu'on fait beaucoup d'ateliers au départ, jardinage et puis cuisine, mais c'est vrai qu'on cuisine quasiment que les légumes, du moment que c'est lavé, il ne peut rien se passer. Donc, très sincèrement, on prend très peu de risques en faisant consommer les élèves. Bon, après, c'est toujours pareil.
Bon, moi j'ai une réponse, je sais pas, j'ai pas de responsabilité, je comprends que dans votre position ça soit plus compliqué, mais je pense qu'il y a quand même infiniment moins de risque d'intoxiquer un élève que le risque qu'il ait de se casser la gueule en sortant de sa table, quoi. Enfin, je veux dire, donc il y a un moment, effectivement, mais je suis d'accord que, bah oui, d'un point de vue responsabilité, si vous lui faites manger du chocolat et puis pas de bol, il déclenche une allergie, ça peut effectivement... je comprends que ça a toujours été un sujet sensible, effectivement, le fait d'apporter de l'aliment en classe. Mais ça, c'est un problème sur lequel il faudrait travailler, parce que voilà, je trouve ça dommage qu'il y ait autant, justement, qu'on mette autant de pression sur les enseignants là-dessus, en disant non, mais surtout, tu leur fais rien manger, parce que si jamais, ouais, mais bon... Bref, donc il n'y a pas d'astuce particulière, à part, bah, effectivement, jouer la carte du je prends pas de risque, alors on va expliquer des choses, mais on mangera rien et on goûtera rien, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon, effectivement, voilà. Après, honnêtement, effectivement, il y a moins de risques avec le végétal que, voilà, là je suis en train de travailler avec un œuf, on peut se dire, ah ben si jamais, voilà, l'œuf, il y a une chance sur 1000 qu'il puisse y avoir un problème, bon, tandis qu'en croquant une carotte, normalement, il y a moins de problèmes, quoi. Bon, pourquoi pas. Mais l'avantage de l'œuf, c'est que ça peut permettre aussi de partir sur des débats absolument passionnants sur l'éthique. Les élèves adorent faire des débats, comme vous le savez, et sur l'éthique, on peut passer des heures. Est-ce qu'on a le droit de manger des œufs, quoi ? Est-ce qu'on a le droit de manger des œufs? Parce que pour manger un œuf, il y a un paquet de poules qui ont été massacrées. Puisque l'élevage des œufs, c'est quand même que de l'élevage enfermé, l'élevage en cage. Enfin, en cage, ça n'existe plus. Enfin, les poules qui font des œufs, elles n'ont jamais vu un brin d'herbe de leur vie. Donc on peut se dire, finalement, peut-être quelque chose a changé. Aujourd'hui, on ne fait plus de broyage de poussins. Mais avant, on faisait du broyage de poussins. Bon, pareil. Alors peut-être qu'il faut attendre qu'ils soient un peu plus grands pour parler de broyage de poussins, mais il y a un âge à partir de lequel on peut commencer à en parler, quoi. Pour dire justement qu'on ne le fait plus. C'est positif. Pour dire que grâce à la science, et notamment grâce à la génétique, on sait aujourd'hui faire du sexage avec marquage d'ARN, et donc on ne broie plus les poussins. Merci la biologie et les technologies de détection des résidus d'ARN sur les coquilles d'œufs, quoi. Ah oui. Donc, ouais, faire... Après, voilà, on peut quand même faire beaucoup de choses en cuisine sans goûter, quoi. C'est pas grave, ils goûteront à la maison. Chez eux, ils feront la manip et ils pourront la goûter, ils seront chez eux. Donc on leur montre en classe comment on fait une mousse au chocolat, on dit désolé, on n'a pas le droit de goûter. Mais chez vous, refaites la mousse au chocolat et là, vous pourrez la goûter. Et hop, on s'en sort. Et ça les oblige à refaire la manip à la maison, parce que ça leur donne envie de goûter. Vous faites le truc le plus appétissant possible, non, on touche pas, on goûte pas. Refaites-le chez vous si vous voulez goûter. Et bim. Et on a gagné. Et après, il y a plein de choses toujours ce qui est un peu compliqué, c'est de faire un truc avec cuisson, parce qu'un four, etc. Voilà, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin de cuisson pour faire du céleri rémoulade. Faites des céleri rémoulades avec vos élèves. Je suis pas sûr que ce soit hyper sexy pour les élèves, mais quand même. Ça permet de faire un cours sur l'amertume. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les légumes? Ah, l'amertume. Ah ben pourquoi? Et on part sur la biologie et sur les saveurs et sur l'effet sur la santé et sur l'évolution et paf, et là on en a pour des heures. Oui. Je me demandais si, quand vous faites vos interventions en INSPE, ou, vous enseignez à des... Moi, à INSPE, c'est que des profs de cuisine. Ouais, c'est ça. Quand je fais des interventions au muséum, on a des formations des profs, mais en général, donc là, collège, lycée, primaire, j'en ai fait pas mal d'interventions sur la cuisine, purement sur des angles, un peu ce que je viens de vous faire, mais en 3 heures plutôt qu'une demi-heure. À l'INSPE, on est en cuisine, c'est-à-dire qu'on cuisine parce qu'on a le restaurant d'application derrière où on sert des repas, quoi. Ok. Et est-ce que vous connaissez des enseignants qui font de la cuisine en collège ou en lycée, mais en filière, en tronc commun ou un truc comme ça, pas en lycée pro? Ah non, bah non, parce que c'est pas dans... Je comprends pas. Non, mais oui, mais qui utilisent la cuisine, voilà. Oui. Est-ce que vous avez des exemples? Oui, j'en ai eu plusieurs, parce que moi j'en ai souvent qui me contactent en disant tiens, j'ai envie de faire telle activité avec mes élèves, qu'est-ce que tu me conseilles comme source, comme bouquin, comme protocole, etc. Donc oui, il y en a beaucoup, ne serait-ce qu'à travers, justement, je citais l'école comestible. La plupart du temps, quand l'école comestible est sollicitée dans un établissement, que ce soit en primaire ou en collège, c'est derrière l'enseignant, lui, il veut faire des ateliers de cuisine avec ses élèves. Donc oui, bien sûr. Okay. Des tas d'exemples comme ça. Souvent un enseignant qui est passionné de cuisine, qui se dit bah tiens, ça me paraît intéressant de le faire. Et encore une fois, j'ai eu affaire à toute la discipline. Ça peut être le prof de physique-chimie comme le prof de français.
Là, dans 2 semaines, je pars en Allemagne, à Fribourg, toute une journée pour former les... Et donc, je leur ai dit, j'ai dit au proviseur, voilà, vous dites que je viens parler cuisine pour n'importe qui. Et ceux qui sont intéressés, ils répondent. Et donc, j'ai eu ceux qui ont répondu, c'est le prof d'italien, c'est le prof de bio, effectivement, c'est un prof de français, voilà. Et donc, c'est fascinant, parce que dire finalement, chacun en me disant une consigne quand même. Voilà. Non, je veux parler à mes élèves de Rabelais et Balzac. Bah, allons-y, faisons de la cuisine, effectivement. Et le prof d'italien, il faut parler de la cuisine italienne. Moi, je connais que la pizza hawaïenne, mais je peux en parler, et voilà. Et puis, on peut dérouler le fil comme ça, sans souci, quoi. Je vous demande d'applaudir Christophe Lavelle, s'il vous plaît.